Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter le 15e chapitre du merveilleux livre de Charles Haanel, Système Maître, qui s'intitule La loi qui régit nos vies. Euh, J'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer et surtout à faire des commentaires qui peuvent nous aider à améliorer le contenu de notre chaîne. Commençons. Résumé des principes à comprendre et à appliquer au cours de ce 15e chapitre. Les expériences menées avec des parasites qui s'attaquent aux plantes confirment que même les formes de vie les plus basses savent comment s'y prendre. Ces expériences ont été menées par Jacques Loeb, membre de l'Institut de Rockefeller. L'expérience consistait à apporter des pots de roses dans une pièce et à les placer devant une fenêtre fermée. Nous avons constaté que si les plantes se déchaissent, les pucerons parasites qui n'avaient pas d'ailes se transforment en insectes ailés. Après cette métamorphose, ils quittent la plante mourante et volent jusqu'à la fenêtre. Il est évident que ces minuscules insectes ont compris que la plante qui assurait leur survie était morte, incapable de leur fournir les nutriments dont ils ont besoin. Le seul moyen pour eux de se sauver de la famine était de construire des ailes temporaires et de s'envoler, ce qu'ils ont fait. Ces expériences indiquent que l'omniscience et l'omnipotence sont omniprésentes et que même les plus petites créatures peuvent en tirer parti en cas d'urgence. Au cours de ce 15e chapitre, vous en apprendrez davantage sur les lois qui gouvernent. Les principes décrits dans cette section vous expliqueront que ces lois fonctionnent à notre avantage, que toutes les conditions et expériences auxquelles nous sommes confrontés servent nos intérêts et que le moyen le plus sûr d'assurer notre bonheur est de coopérer consciemment avec ces lois. Les lois qui régissent notre existence sont conçues dans notre seul intérêt. Ils sont immuables et nul ne peut s'y soustraire. Toutes les grandes forces éternelles agissent de manière solennelle, mais nous avons la capacité de nous mettre à leur unisson, menant ainsi une existence paisible et heureuse. Les difficultés, les disharmonies et les obstacles indiquent soit que nous refusons de renoncer à ce dont nous n'avons plus besoin, soit que nous refusons d'accepter ce que la vie nous offre et dont nous avons besoin. La croissance est obtenue par échange de force. L'ancien est remplacé par le nouveau, le bon est remplacé par le meilleur. Cette action est conditionnelle ou réciproque, car chaque personne est une entité complète, et cette complétude signifie que nous ne pouvons recevoir que ce que nous donnons. Nous ne pouvons pas obtenir ce qui nous manque si nous nous accrochons avec ténacité à ce que nous avons. Au contraire, nous pouvons apprendre à contrôler consciemment nos conditions extérieures en détectant les vibrations que nous attirons et en extrayant de chacune de nos expériences uniquement les vibrations nécessaires à notre croissance. Notre capacité à faire cela détermine le degré d'harmonie ou de bonheur que nous atteignons. La capacité à posséder ce dont nous avons besoin pour poursuivre notre croissance s'amplifie à mesure que nous atteignons des plans de conscience de plus en plus élevés et des visions de plus en plus grandes.
Cette capacité à savoir ce dont nous avons besoin est grande et notre capacité à reconnaître la présence d'opportunités et les attirer et les saisir devient certaine. Aucune vibration ne peut nous atteindre si elle n'est pas nécessaire à notre croissance. En bref, toutes les conditions et expériences auxquelles nous sommes confrontés sont attirées dans notre vie pour notre seul bénéfice. Le fait que nous récoltons ce que nous semons est mathématiquement exact. Nous gagnons exactement la quantité de pouvoir dont nous avons besoin pour surmonter la difficulté à laquelle nous sommes confrontés à ce moment-là. Les exigences inexorables de la croissance nous obligent à n'attirer dans notre vie que les vibrations qui correspondent parfaitement à celles que nous émettons. Nous ne pouvons atteindre le bonheur suprême auquel nous avons accès qu'en comprenant les lois naturelles et en coopérant avec elles. La pensée est créatrice et le principe qui sous-entend cette loi est juste et inhérent à toute chose. Pour avoir la vitalité nécessaire, la pensée doit d'abord contenir de l'amour. C'est l'amour qui donne la vitalité aux pensées, qui leur permet de germer. La loi de l'attraction ou la loi de l'amour, car il s'agit bien de la même chose, fournit toujours les matériaux nécessaires à la croissance et à la maturation de la pensée. La première forme que la pensée découvre est le langage ou le mot. Cette affirmation témoigne de l'importance des mots. Ils sont les premières manifestations de la pensée, les vaisseaux qui la portent. Ils mettent l'éther en mouvement et reproduisent la pensée sous forme de son. Une pensée conduit toujours à une action, quelle qu'elle soit, et n'est rien d'autre que la tentative de la pensée de se manifester sous une forme visible. Dans ces conditions, il est évident que si nous voulons jouir de conditions désirables, nous devons cultiver uniquement des pensées désirables. Nous en arrivons donc à la conclusion inévitable que si nous voulons manifester le principe d'abondance dans notre vie, nous ne devons émettre que des pensées d'abondance. Les mots n'étant rien d'autre que des pensées manifestées sous la forme, nous devons être extrêmement attentifs aux mots que nous prononçons, en cherchant à les rendre aussi constructifs et harmonieux que possible, jusqu'à ce qu'ils se cristallisent dans des formes matérielles objectives. Nous ne pouvons pas échapper aux images que notre esprit photographie en permanence. Lorsque nous utilisons un langage qui ne s'identifie pas au bien-être que nous cherchons, les images qui se forment dans notre esprit reflètent ce langage et n'attirent pas le bien-être que nous désirons. Plus nos pensées deviennent claires et s'élèvent à des niveaux élevés, plus la vie devient intense. Le processus est d'autant plus facile que les images mentales que nous créons sont extrêmement bien définies et que nous savons éviter les conceptions propres au plan inférieur de la pensée. Nos pensées sont exprimées par des mots. Par conséquent, si nous voulons accéder aux formes les plus élevées de la vérité, nous devons sélectionner avec le plus grand soin les mots que nous prononçons et qui donnent naissance aux images mentales que nous cultivons. Ce pouvoir miraculeux de mettre des mots sur des pensées distingue l'homme du reste du règne animal. De plus, le langage écrit a permis à l'homme de se pencher sur son passé et de contempler les scènes passionnantes qui ont conduit à son
patrimoine actuel. Par le biais de ce mot écrit, il a pu entrer en communication avec les plus grands écrivains et penseurs de tous les temps, dont les écrits ne sont rien d'autre que l'expression de l'esprit universel qui a tenté de prendre forme à travers l'esprit humain. Comme nous le savons, le but de l'esprit universel est de se manifester dans la forme, tout comme celui de l'esprit individuel. Le mot n'est rien d'autre qu'une forme de pensée, ce qui fait d'une phrase une combinaison de formes pensées. Par conséquent, si nous voulons que notre idéal devienne fort et beau, nous devons être très précis dans les mots avec lesquels nous construisons ce temple. La précision dans le choix des mots et dans la construction des phrases est la forme suprême de l'architecture et la porte du succès. Les mots sont des pensées. Ils contiennent donc une puissance invisible et invincible qui finira par les objectiver sous une forme matérielle. Les mots ont le pouvoir de construire un palais mental éternel, mais ils peuvent aussi donner naissance à une cabane qui s'effondrera au moindre coup de vent. Ils peuvent déplier les yeux et les oreilles, décrire toutes les connaissances, l'histoire du passé et aussi les espèces du futur. Bref, ce sont des messagers vivants qui assurent la naissance de toutes les activités humaines et surhumaines. La beauté du mot dépend de la beauté de la pensée qui le sous-entend. La puissance du mot dépend de la puissance de la pensée qui le sous-entend. Enfin, la puissance de la pensée dépend de sa vitalité. Comment identifier une pensée vitale? Quelles sont les caractéristiques? Il doit donc être fondé sur un principe. Mais comment identifier ce principe? Il existe un principe de mathématiques, mais pas un principe d'erreur. Il y a un principe de santé, mais pas un principe de maladie. Il y a un principe de vérité, mais pas un principe de malhonnêteté. Il y a un principe de lumière, mais pas un principe d'obscurité. Enfin, il y a un principe d'abondance, mais pas un principe de pauvreté. Comment pouvons-nous être sûrs des affirmations ci-dessus? C'est simple. Si nous appliquons correctement les principes des mathématiques, nous pouvons toujours être sûrs de nos résultats. Là où il y a la santé, il ne peut y avoir de maladie. Celui qui connaît la vérité ne peut plus être trompé par des mensonges. Lorsque nous allumons la lumière, les ténèbres disparaissent d'elles-mêmes. Enfin, là où il y a abondance, il ne peut y avoir de pauvreté. Tous ces faits sont évidents, mais malheureusement, les gens ne semblent pas réaliser la vérité suprême selon laquelle la pensée est à la base de laquelle il y a un principe positif contenant de la vitalité et donc de la vie, s'emparant et remplaçant lentement mais sûrement toute pensée négative qui, par sa nature même, ne peut contenir aucune vitalité. Ce mécanisme fonctionne parfaitement et peut vous aider à bannir à jamais toute discorde, tout manque et toute limitation. Il ne fait aucun doute que celui qui est assez sage pour comprendre reconnaît facilement le pouvoir créateur de la pensée qu'il utilise comme une arme invincible, devenant ainsi le maître de son propre destin. Dans le monde physique, il existe une loi de compensation qui dit que l'apparition d'une quantité donnée d'énergie à un endroit
implique la disparition d'une quantité égale d'énergie à un autre endroit. Nous constatons à nouveau que nous ne pouvons recevoir que ce que nous donnons. Si nous entreprenons une action, nous devons également assumer la responsabilité de ses conséquences. Le subconscient ne peut pas raisonner. Il nous croit toujours sur parole. Si nous lui avons demandé quelque chose, nous sommes sûrs de l'obtenir. L'homme dort comme il dort. En d'autres termes, la vie lui offre exactement le destin qui s'est forgé par la pensée. Nous devons donc exercer notre lucidité et notre discernement pour que les pensées que nous émettons ne contiennent pas ces germes mentaux, moraux ou physiques par lesquels nous ne voulons pas nous identifier dans notre vie. La vision intérieure est cette faculté de l'esprit qui nous permet d'examiner les faits et les conditions dans lesquelles nous vivons à long terme. De ce point de vue, elle représente une sorte de télescope humain qui nous permet de comprendre les difficultés et les possibilités que tous nos efforts engendreront. La vision intérieure nous permet d'élaborer des plans à notre avantage et d'orienter nos pensées et notre attention dans la bonne direction et non vers des voies qui nous s'avéreront plus tard être des impasses et desquelles il sera difficile de revenir. La vision intérieure est le produit du monde intérieur et ne peut être dévoilée que dans le silence par concentration. Comme exercice dans ce chapitre, je vous propose de vous concentrer sur votre vision intérieure. Prenez votre position médiative habituelle et concentrez-vous sur le fait que pour acquérir la connaissance du pouvoir créatif de la pensée, il n'est pas nécessaire de posséder l'art de penser. Concentrez votre attention sur le fait qu'aucune connaissance ne peut s'appliquer d'elle-même, que vos actions ne sont pas régies par la connaissance, mais par les habitudes, les précédents et les coutumes, que la seule façon d'appliquer cette connaissance de manière concrète est par un effort conscient et déterminé. Concentrez-vous sur le fait que si elle n'est pas utilisée, la connaissance quitte l'esprit. La valeur de l'information réside uniquement dans son application. Continuez à vous concentrer sur ces pensées jusqu'à ce que vous ayez acquis une vision intérieure suffisamment profonde pour formuler un programme bien défini afin d'appliquer ce principe pour résoudre vos problèmes particuliers. Des questions et des réponses qui peuvent vous aider tout au long de votre pratique. Qu'est-ce qui détermine le degré d'harmonie que nous atteignons? Notre capacité à absorber toutes les vibrations dont nous avons besoin pour poursuivre notre croissance à partir de notre expérience. Quelles sont les difficultés et les obstacles auxquels nous sommes confrontés? Ils indiquent qu'ils sont nécessaires à notre croissance spirituelle et à notre maturité. Comment éviter ces difficultés? Par la compréhension consciente et la coopération avec les lois naturelles. Quel est le principe qui permet la manifestation de la pensée dans la forme? La loi de l'attraction. Comment attirer les matériaux nécessaires à la croissance, au développement et à la maturation d'une idée? La loi de l'amour qui est le principe créateur de l'univers.
donne la vitalité à la pensée. À son tour, la loi de l'attraction lui donne la substance nécessaire par la loi de la croissance. Comment obtenir les conditions extérieures que nous souhaitons dans la vie? En cultivant exclusivement des pensées désirables. Comment reconnaître ce principe? En réalisant consciemment que la vérité détruit invariablement l'erreur. Nous ne devons rien faire pour chasser les ténèbres, il suffit d'allumer la lumière. Le même principe s'applique à l'élimination de toute pensée négative. Voilà mes chers amis, c'était le 15e chapitre de ce merveilleux livre de Charles Haanel. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite le meilleur et à la prochaine vidéo.